Merci, Madame la députée de Verdun. Et je cède maintenant la parole. On retrouve le silence. Merci. On garde le silence. Chut. Bon. Alors, je cède maintenant la parole à Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de finances, pour ses commentaires d'une durée maximale de 10 minutes. Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition, la parole est à vous. On vous écoute. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'abord, je vais parler des bonnes nouvelles, parce qu'il y en a. La première, j'avais nommé mon inquiétude par rapport à l'existence et la date de ce budget, parce que voyant à quel point le gouvernement est présentement absorbé dans sa course à la direction, je craignais pour ce budget et je remercie le ministre des Finances d'avoir veillé à cette obligation. Et il se trouve qu'il y a une bonne nouvelle quand même dans ce budget-là. Au lieu de 13,6 milliards, ce sont 9,9 milliards de dollars. Donc, quand même, une amélioration de la situation, il faut le souligner. Je sourcille, par contre, un peu quand j'entends le ministre des Finances dire que c'est un pas vers l'équilibre budgétaire. Un pas, certes, mais si la route est de 300 km, il faut le remettre en perspective, 9,9 milliards de dollars, ce ne sont pas des peccadilles. Surtout pas pour une formation politique, la CAQ, qui a été fondée sur le principe de faire le ménage, de bien gérer les finances publiques et qui, finalement, nous a mené, rappelons-le, à une décote, ce qui est un jugement quand même sans appel des marchés financiers par rapport à notre santé financière. Le ministre des Finances nous indique, à juste titre, qu'il y a des facteurs externes qui influent sur notre situation. Il mentionne la pandémie, quoique là, ça commence à être redondant après toutes ces années. Il parle de la guerre en Iran et de la guerre des tarifs. Ce sont des facteurs, en effet, qui ont de l'influence. Mais il ne faudrait pas passer à côté des facteurs qui sont les plus déterminants lorsqu'on tente d'expliquer comment on se retrouve avec 9,9 milliards de dollars pendant que nos services, à plusieurs endroits, ne sont pas à la hauteur des attentes de la population. Ça me semble assez évident. J'ai souvent mentionné un facteur qu'on refuse de voir du côté du gouvernement, l'asphyxie fiscale. Le déséquilibre fiscal, tout cet argent qu'on envoie à Ottawa, rend la tâche du ministre des Finances presque impossible parce qu'il a sur ses épaules presque l'entièreté des responsabilités onéreuses, mais ne dispose que d'un peu plus que la moitié des recettes fiscales. C'est un facteur qui pèse toujours lourd et qui explique les difficultés de ce gouvernement année après année. Mais surtout, je veux nommer que le facteur principal qui explique ces déficits structurels inquiétants, ce n'est pas la conjoncture, c'est bel et bien le gouvernement lui-même qui a gaspillé et dépensé notre argent de manière historique. Et je le mentionne parce que c'est dans cette perspective-là qu'il faut tenter de comprendre le présent budget. Rappelons que ce sont 8 milliards de dollars par année en barre ouverte de subventions aux entreprises, année après année. Ça a donné des Nordvolt, des recyclages carbone Varennes, des Lions électriques, je n'ai pas le temps de tous les nommer. Rappelons Saclic, plus d'1 milliard de dollars en gaspillage. Rappelons que la taille de l'État québécois a cru de 24 % pendant que la population a augmenté de 9 %. Donc, nos dépenses en bureaucratie vont 2,5 fois plus vite que notre population. Et là, je passe l'épisode des chèques et des bonbons électoraux. Je le mentionne parce que, pour moi, le point le plus important de ce budget se situe à la page A6. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les députés de Sanguinet et Lévis vouloir changer de cap et mettre un terme à ce bar ouvert de dépenses dont s'est vanté très souvent le premier ministre en disant « Jamais un gouvernement aura dépensé autant dans l'économie ». Et il a raison, le premier ministre actuel est probablement le plus dépensier depuis la Révolution tranquille. Mais là, il y a 2 députés de cette formation qui ont dit « Nous, on veut changer de cap complètement ». Or, que dit le budget en page A6? On réserve un 3,7 milliards additionnel en dépenses dans l'économie, dont 2 milliards suivant le critère très, très flou de capacité d'intervention additionnelle. Mais le plus intéressant n'est pas là. Le plus intéressant, c'est qu'on apprend en conférence de presse de l'aveu même du ministre des Finances
que là-dedans, il y a 250 millions de dollars pour le fonds Sanguinet-Lévis. Et que si ce n'est pas assez, 250 millions de dollars pour couvrir les différentes promesses électorales pendant la course à la chefferie, pas de problème. Il y a un autre 2 milliards sur le 3,7 milliards qu'on a laissé là, qui a le critère assez flou et discrétionnaire de capacité d'intervention additionnelle. Donc, Madame la Présidente, est-ce qu'il y a vraiment un changement de cap? Je me dois de mentionner l'incohérence entre ce que disent les candidats à la chefferie et ce budget, et je me dois de mentionner que ces candidats qui veulent revenir avec une approche plus prudente vont bénéficier des largesses du budget en bénéficiant de ce fonds Lévis-Sanguinet, qui normalement ne devrait pas être là dans les circonstances d'un déficit de 9,9 milliards. Un mot également sur la croissance du PIB par habitant, parce qu'évidemment, si notre richesse n'augmente pas, nos revenus n'augmentent pas, donc on fait des déficits plus importants. Le premier ministre, comme le ministre des Finances, aime bien se comparer à l'Ontario. Ils nous disent « Hey, comparé à l'Ontario, ça n'a jamais aussi bien été. » Madame la Présidente, il manque un petit détail. Depuis 2018, la croissance du PIB par habitant en Ontario, elle a été négative, comme dans l'ensemble du Canada, parce que le Canada est bon dernier parmi les pays de l'Occident. Je vous réfère d'ailleurs à une étude de 2024 de la Banque nationale qui parle de pièges démographiques. Essentiellement, lorsqu'on accueille trop de monde rapidement, l'économie tente de s'adapter à ce choc et donc la croissance de la richesse, le PIB par capita, stagne. Et la réalité, donc, c'est qu'il n'y a pas de croissance de richesse sous la CAQ. Et c'est également ça le legs de ce budget et de ce gouvernement. Si on n'arrive pas à s'enrichir, bien, il y a des limites à ce qu'on peut faire avec une croissance qui est parmi les pires de tous les pays de l'OCDE. Malheureusement, c'est le bilan de la CAQ. Mais il y a aussi des conclusions à tirer de cette approche frénétique, cette approche enthousiaste dans la volonté de sortir le chéquier qui a caractérisé la députée de Sanguinet lorsqu'elle était ministre de l'Économie et le député de Terrebonne par avant, c'est qu'une étude récente des HEC nous dit, en termes très simples, c'est le Centre de productivité des HEC qui nous dit que l'approche de subventions agressives par le gouvernement, je vous parlais de 8 milliards de dollars par année, Madame la Présidente, pendant que des besoins sociaux criants, il y en a plein, cette approche ne génère pas de richesse. Un État qui se substitue au marché pour déterminer au pif quelles sont les entreprises gagnantes, bien, ce que les HEC viennent nous dire, c'est que ça ne fonctionne pas, ça ne donne pas de croissance de richesse. Et regardez la croissance du PIB per capita depuis que la CAQ est au pouvoir, c'est précisément ça que les chiffres nous disent. Donc, que faire dans ces circonstances-là? Bien, la réponse que nous, on donne au Parti québécois, parce que, comprenez-moi, le budget tel que édicté par le ministre des Finances a une durée de vie essentiellement de 3 semaines, parce qu'un ou une chef viendra imposer ses orientations et clairement, il y a une volonté de changer d'approche. Bien, l'approche du Parti québécois, elle, c'est de changer d'orientation et d'arriver avec des mesures beaucoup plus prudentes dans l'intervention de l'économie, plus de respect pour les fonds publics durement gagnés par la population. Un mot sur le coût de la vie. Je veux bien qu'il y ait des mesures en matière de services de garde et de taxes scolaires. Je salue ces mesures-là, mais j'aimerais, au nom de la population, rappeler que c'est en habitation, en transport et en alimentation que ça fait le plus mal en ce moment, l'inflation. Et je ne peux que noter que, contrairement aux 2 aspirants à la chefferie de la CAQ, on ne retrouve aucune mesure pour le prix de l'essence. On retrouve très, très peu par rapport à la propriété. Il y a toute une génération qui n'aura pas accès à la propriété. On ne retrouve rien au niveau de l'alimentation. Ça me semble assez sérieux. Et en terminant, un mot sur HMR. Combien de fois, Madame la Présidente, on a discuté, tous les partis d'opposition se sont levés à tour de rôle pour dire « Avez-vous vu l'état de cet hôpital-là? Est-ce que vous iriez travailler dans des circonstances aussi dégradantes? Pensez aux patients qui sont là-dedans et qui savent tout ce qu'ils ont pour obtenir un soin en temps utile. »
C'est scandaleux, Madame la Présidente, qu'il n'y ait rien pour HMR dans ce budget-là, après tout le temps consacré à ce sujet-là, pendant que, finalement, il y en a de l'argent ailleurs, là, mais qu'on n'ait pas provisionné la prochaine étape, qu'on ne se commette pas financièrement en prétextant que les plans et devis ne sont pas prêts, ce qui est absolument erroné parce que ça fait longtemps que ce projet-là est prêt. On a dit à plusieurs reprises, êtes-vous vraiment en train de nous construire un stationnement au lieu d'un hôpital? Malheureusement, Madame la Présidente, la réponse dans ce budget, c'est l'ensemble vide. Et ça me scandalise et à titre de député de l'Est, je m'engage à ce que ça change. C'est une injustice criante. Je vous remercie. Merci, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Je suis debout, messieurs. Monsieur le ministre, Monsieur le chef, Monsieur le ministre. Conserve le silence, je vous prie. On demeure respectueux les uns avec les autres. Maintenant, je vais reconnaître Monsieur le leader adjoint. Monsieur le leader du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, je vous demande d'ajourner nos travaux à demain, 9h40, s'il vous plaît. Alors, cette motion est-elle adoptée? En conséquence, nous ajournons nos travaux jeudi 19 mars 2026 à 9h40. Bonne fin de journée tout le monde, à demain.